Par une nuit enveloppée de brouillard à Charleston, en Caroline du Sud, deux femmes donnèrent naissance à quelques heures d'intervalle dans le grand manoir Petton. L'une, une comtesse française, l'autre, son esclave personnelle. À l'aube, les deux nourrissons avaient disparu de leur berceau, remplacés par des enfants qui grandiraient pour hériter de fortunes auxquelles ils n'avaient aucun droit. Ce qui suivit fut une tromperie soigneusement orchestrée, s'étalant sur 34 ans, impliquant de faux documents, des meurtres stratégiques et une conspiration si complexe que, lorsqu'elle se dénoua enfin en 1865, elle détruisit non seulement l'une des familles les plus riches d'Amérique, mais mit aussi au jour un réseau de stratagèmes similaires dans tout le Sud d'avant-guerre. La vérité sur cette nuit resta enfouie dans les archives des tribunaux et les lettres privées, jusqu'à ce qu'un mystérieux incendie en 1923 consume les preuves à jamais. Avant de poursuivre avec l'histoire de la comtesse Margot de Villefort et de son pacte mortel, nous devons entendre notre communauté d'amateurs de mystères. Appuyez sur le bouton « S'abonner » et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Nous adorons nous connecter avec d'autres passionnés d'histoires sombres à travers l'Amérique, et votre soutien nous aide à déterrer d'autres récits oubliés, comme celui-ci. Ce qui rend ce conte particulièrement glaçant, c'est qu'une seule décision désespérée, prise en une nuit, allait se répercuter sur des décennies. Elle toucherait la vie de politiciens, de juges et de l'élite de la société d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Charleston, en 1831, se dressait comme le joyau de la société sudiste. Ses rues pavées bordées de magnifiques demeures abritaient l'aristocratie cotonnière d'Amérique. Le domaine Petton occupait tout un pâté de maisons sur East Bay Street. Sa façade georgiane, de 3 étages, dominait le port, où arrivaient chaque jour des navires marchands chargés de luxe européen destinés au salon des riches familles. La mousse espagnole s'accrochait aux chênes vivants qui ombrageaient la propriété, créant une atmosphère d'élégance surannée qui convenait parfaitement à ses habitants. Le maître de ce domaine était le colonel Harrison Petton, un planteur de 3e génération dont la famille avait bâti sa fortune sur le riz et le coton. À 52 ans, il imposait le respect dans les cercles sociaux de Charleston, siégeant au conseil municipal et organisant de somptueux dîners pour les dignitaires de passage. Ses mains calleuses trahissaient celles d'un homme qui parcourait encore ces terres chaque jour, inspectant les champs qui s'étendaient sur 3000 acres du riche Low Country de Caroline. Mais c'était sa jeune épouse française qui captivait vraiment la société charlestonienne. La comtesse Margot de Villefort arrivait en Amérique 3 ans plus tôt, fouillant les bouleversements politiques qui avaient suivi la Révolution de Juillet en France. À 28 ans, elle possédait cette beauté raffinée que semblait naturellement produire l'aristocratie européenne. Une peau de porcelaine, des yeux ambrés qui semblaient garder des secrets et une allure élégante qui faisait paraître provinciale les autres épouses de planteurs de Charleston. Elle parlait couramment 4 langues et jouait du piano avec une virtuosité qui réduisait au silence les matrones les plus accomplies de Charleston. La comtesse n'avait pas seulement apporté avec elle des malles de robes parisiennes et des bijoux de famille, mais aussi Céleste, une jeune femme mulâtre qui lui servait d'assistante personnelle. Céleste était inhabituelle parmi les esclaves domestiques. Elle savait lire et écrire en français comme en anglais, compétence que la comtesse lui avait enseignée lors des longues traversées de l'Atlantique. À 25 ans, elle possédait une intelligence vive qu'elle dissimulait soigneusement derrière un masque de soumission. Son teint clair et ses traits délicats amenaient souvent les visiteurs à la prendre pour une femme de couleur libre, erreur que la comtesse ne se donnait jamais la peine de corriger. Les dynamiques du foyer se compliquèrent au fil des mois. Le colonel Harrison Petton, malgré son dévouement public à sa belle épouse, avait développé ce que les autres planteurs appelaient, délicatement, des habitudes de plantation. Ses visites nocturnes au quartier des esclaves faisaient l'objet de chuchotements dans les salons de Charleston, bien qu'on n'en parlait jamais ouvertement. Les règles tacites de la société sudiste exigeaient que de telles indiscrétions restent privées, même quand elles donnaient naissance à des enfants métis condamnés à travailler aux côtés de leurs demi-frères à la peau plus sombre. Céleste attira presque immédiatement l'attention du colonel.
Son éducation et sa beauté la distinguaient des autres domestiques. Et Petton commença à la convoquer le soir dans son bureau, officiellement pour l'aider à traduire des correspondances en français. Ces séances s'étendaient peu à peu tard dans la nuit, et à l'automne 1830, les esclaves de la maison chuchotaient avec certitude au sujet de la nouvelle fascination du colonel. Pendant ce temps, la comtesse avait noué une amitié improbable avec le docteur Jean-Baptiste Rousseau, un autre exilé français qui avait établi un cabinet médical auprès de l'élite de Charleston. Rousseau, homme séduisant du début de la trentaine, possédait les yeux sombres et la fougue typique des intellectuels révolutionnaires. Il avait fui la France après avoir publié des pamphlets en faveur de l'abolition de l'esclavage, des opinions qu'il gardait prudemment pour lui à Charleston, tout en bâtissant sa clientèle parmi les riches familles de la ville. Les visites du médecin au manoir Petton devinrent de plus en plus fréquentes en 1830, officiellement pour soigner la comtesse de ce qu'il appelait avec diplomatie des affections nerveuses, courantes chez les dames européennes s'acclimatant au climat du Sud. Leurs consultations, menées en français rapide que le personnel de maison ne comprenait pas, s'éternisaient parfois des heures. La comtesse ressortait de ses séances les joues rosées, les yeux brillants, sa mélancolie momentanément dissipée. À l'hiver 1830, les deux femmes affichaient les signes indéniables de grossesse. La comtesse annonça sa condition avec joie, l'attribuant aux bienfaits de l'air de Caroline et au dévouement de son mari. Le colonel Petton exprima publiquement sa satisfaction à l'idée d'un héritier, bien que, en privé, il sembla davantage absorbé par ses affaires et passa de plus en plus de temps loin du manoir. La grossesse de Céleste fut gérée plus discrètement. De telles situations étaient assez communes dans les plantations pour ne pas susciter de grands commentaires, et la comtesse informa simplement son mari que son assistante personnelle serait incapable d'effectuer des travaux lourds pendant plusieurs mois. Elle organisa son installation dans un petit cottage du domaine, soi-disant pour lui assurer de meilleurs soins durant sa grossesse. Au printemps, les deux grossesses progressaient normalement, mais la comtesse commença à manifester une nervosité que même son mari remarqua. Elle fit de longues promenades dans le jardin, s'arrêtant souvent pour échanger à voix basse avec Céleste lorsqu'elle la croisait près du cottage. Le personnel de maison, habitué à observer chaque nuance de l'humeur de leur maître, percevait une tension grandissante à mesure que les naissances s'approchaient. La vérité derrière cette tension n'éclaterait que 34 ans plus tard, mais ses racines se trouvaient dans deux secrets également dangereux. L'enfant de la comtesse n'était pas celui de son mari, et la grossesse de Céleste était le fruit des visites nocturnes du colonel. Toutes deux comprenaient les conséquences désastreuses si ces faits venaient à être connus. La comtesse serait chassée de la société dans la disgrâce, tandis que Céleste risquerait d'être vendue loin de son enfant, un sort qu'elle avait déjà vu frapper d'autres esclaves ayant attiré l'attention de leur maître. La tempête qui frappa Charleston la nuit du 15 mars 1831 semblait refléter les émotions tumultueuses qui régnaient dans le manoir Petton. La pluie battait contre les hautes fenêtres, tandis que le vent mougissait à travers les chênes vivants dont les branches massives gémissaient sous l'assaut. Les éclairs illuminaient par instants le port, révélant des navires marchands qui luttaient contre leurs chaînes d'ancre alors que les vagues s'écrasaient contre la digue. À l'intérieur du manoir, la comtesse arpentait nerveusement les pièces éclairées à la bougie, une main posée sur son ventre gonflé, tandis que les contractions suivaient leur rythme implacable. Son travail avait commencé au coucher du soleil, juste au moment où les premiers nuages s'amassaient à l'horizon. Céleste, dont les douleurs avaient débuté quelques heures plus tôt, restait dans son cottage, assistée par Mamaroute, la vieille esclave qui servait de sage-femme à la plantation. Le docteur Rousseau arriva peu avant minuit, sa trousse serrée dans sa main alors qu'il traversait la pluie battante. Son assurance habituelle laissait paraître des fissures d'anxiété lorsqu'il fut conduit dans la chambre de la comtesse, où celle-ci s'agrippait au montant du lit, les cheveux défaits et trempés de sueur. Le colonel Petton attendait en bas dans son bureau, respectant la tradition du gentleman sudiste qui se tenait éloigné des affaires désordonnées de l'accouchement. La tempête s'aggrave, haleta la comtesse entre deux contractions, ses yeux ambrés fixés sur les éclairs qui zébraient la pièce. Peut-être est-ce un présage. Les tempêtes accompagnent souvent les naissances,
répondit Russo en français, sa voix se voulant calme malgré le tremblement de ses mains. La nature semble comprendre l'importance de tels moments. Les heures s'étirèrent jusqu'à l'aube, les deux femmes luttant parallèlement à moins de 50 mètres l'une de l'autre. Les cris étouffés de la comtesse, absorbés par les oreillers de soie et les épais murs du manoir, se mêlaient à la fureur de la tempête. Dans le cottage, Céleste mordait une lanière de cuir pour étouffer ses propres gémissements, sachant que tout bruit pourrait attirer une attention indésirable de la maison principale. Mama Ruth allait d'une patiente à l'autre avec l'efficacité née de dizaines d'années d'expérience. À 73 ans, elle avait vu toutes les complications possibles et gardé bien des secrets de famille. Ses mains noueuses semblaient posséder une capacité presque surnaturelle à guider la venue au monde de nouveaux êtres, et sa discrétion lui avait valu la confiance de 3 générations de l'élite de Charlottetown. Ce qu'elle vit cette nuit-là mettrait pourtant à l'épreuve même son légendaire silence. L'enfant de la comtesse arriva le premier, juste au moment où la tempête s'apaisait vers 4 heures du matin. Le docteur Russo prit le bébé entre ses mains tremblantes et examina ses traits à la lueur des chandelles. Sa peau mate et ses cheveux sombres ne laissaient aucun doute sur sa paternité. C'était clairement sa fille, et non l'héritier du colonel Peyton. « Elle est magnifique », murmura-t-il en français, sa voix alourdie par la conscience de la catastrophe que représentait cette naissance. Si le colonel voyait cet enfant, des questions surgiraient et ruineraient toute leur vie. Moins d'une heure plus tard, Mama Ruth aida Céleste à mettre au monde un garçon à la peau claire et au nez caractéristique des Peyton, marque de 3 générations de la famille. L'ironie n'échappa pas à la vieille sage-femme qui avait assisté à la naissance du colonel lui-même 32 ans plus tôt. Reconnaissant immédiatement la ressemblance familiale, au lever du jour, les rues détrempées de Charlottetown se baignaient d'or pâle tandis que 2 femmes affrontaient l'impossible. La comtesse contemplait sa fille, sachant que présenter un enfant métis comme l'héritier de son mari l'exposerait aussitôt. Céleste serrait son fils, consciente que, malgré sa peau claire qui pourrait lui éviter les travaux des champs, il grandirait esclave, interdit à jamais de revendiquer sa véritable ascendance Peyton. Ce fut le docteur Russon qui exprima à voix haute ce que tous pensaient. Après avoir veillé à ce que le colonel reste occupé à inspecter les dégâts de la tempête, il retourna dans la chambre de la comtesse, où celle-ci tenait sa fille avec une tendresse désespérée. « Nous devons envisager la réalité pratique, » dit-il doucement, son esprit médical lui permettant d'aborder la crise avec un détachement clinique. « Votre mari s'attend à voir un fils, un héritier. Si ses yeux tombent sur cet enfant, des questions surgiraient et ruineraient toute leur vie. » Les yeux ambrés de la comtesse se remplirent de larmes, mais son éducation aristocratique lui avait appris à affronter les désastres avec dignité. « Je sais ce que tu suggères, Jean-Baptiste, mais comment une telle chose serait-il possible ?» La réponse vint d'une source inattendue. Mama Ruth apparut sur le seuil, son visage marqué par l'inquiétude. « Miss Margot, » dit-elle prudemment, employant le ton familier que lui valaient des années de loyaux services. « Il y aurait peut-être un moyen de protéger ces 2 bébés. » Ces paroles flottèrent dans l'air comme la fumée des chandelles mourantes. Elle avait mis au monde les 2 enfants à quelques heures d'intervalle et comprenait mieux que quiconque l'ampleur du dilemme. Plus encore, elle connaissait les secrets des plantations et les méthodes employées pour protéger les lignées familiales. « Le garçon de Céleste pourrait passer pour votre enfant, » poursuivit Mama Ruth dans un murmure, « et votre petite fille, elle pourrait grandir comme la fille de Céleste. Les 2 enfants vivraient, les 2 seraient protégés, chacun à sa manière. » Sa fille grandirait asservie, mais protégée, tandis que le fils de Céleste hériterait d'une fortune qui lui revenait de droit par le sang, sinon par la loi. Le docteur Russo comprit immédiatement les complications médicales qu'une telle supercherie exigerait. « Les registres de naissance, dit-il lentement, il faudrait les falsifier. Et votre mari, il ne doit jamais se douter de rien. » Céleste,
qui avait été appelé depuis le cottage une fois que le colonel était parti pour une inspection prévue de ses rizières, écouta l'échange proposé avec l'acceptation stoïque de quelqu'un qui avait appris à ne pas attendre de justice de la vie. Son fils obtiendrait tout, éducation, richesse, liberté, tandis que la fille de sa maîtresse ferait face aux dures réalités de l'esclavage. L'amère ironie ne leur échappait à aucun. « Quelle garantie ai-je » demanda Céleste doucement, son intelligence touchant au cœur de la question. « Qu'est-ce qui vous empêche de simplement prendre mon enfant et de me sacrifier une fois que la tromperie sera en place ?» La comtesse soutint son regard avec une franchise surprenante. « Parce que nous serons toutes deux également piégées par ce secret. Ton silence protège la vie de ma fille, tandis que ma protection assure l'avenir de ton fils. Aucune de nous ne peut trahir l'autre sans détruire ce que nous voulons le plus sauver. » Tandis que le soleil du matin montait plus haut sur Charleston, éclairant une ville lavée par la tempête, 3 adultes conclurent un pacte qui allait remodeler 2 familles pour toujours. Le docteur Russo modifierait les registres de naissance, se déclarant médecin présent pour les 2 accouchements, mais n'inscrirait officiellement qu'un seul enfant né de la comtesse, un fils en bonne santé. Céleste déclarerait publiquement la fillette métisse comme étant la sienne, tout en aidant secrètement à élever le garçon qui était en réalité son fils. L'échange physique eut lieu avant le retour du colonel Peyton de ses inspections prévues. Mama Ruth emmaillota soigneusement les 2 nourrissons, ses mains expertes veillant à ce que l'échange paraisse naturel à quiconque n'avait assisté aux naissances réelles. La comtesse tint son fils, le fils de Céleste, et s'émerveilla de la manière dont il tenait parfaitement le rôle d'héritier Peyton. Mais en voyant Céleste bercer l'enfant métis qui était en réalité sa fille, la comtesse sentit les premiers frémissements d'une possessivité obsessive qui guiderait ses actes pendant les 3 décennies suivantes. Ce n'était pas seulement un changement d'enfant, c'était le commencement d'une performance élaborée qui exigerait une vigilance constante pour être maintenue. La tromperie tint remarquablement bien au cours des premières années qui suivirent cette nuit orageuse de mars. Le colonel Peyton accueillit son prétendu héritier avec une fierté sincère, donnant au garçon le nom de Charles Harrison Peyton d'après son propre grand-père. L'enfant devint un joli bambin à la complexion claire et aux traits forts qui le marquaient indubitablement comme appartenant à l'aristocratie des plantations. Les visiteurs du manoir s'extasiaient devant le jeune Charles, commentant à sa ressemblance remarquable avec son père, et prédisant un brillant avenir pour la dynastie Peyton. Tandis que la comtesse prodiguait son attention à la fille de Céleste, qui avait été nommée Marie, et était officiellement enregistrée comme l'enfant d'une domestique esclave. La comtesse insista pour que Marie reçoive une éducation aux côtés de Charles, justifiant cet arrangement inhabituel en prétextant qu'elle avait besoin d'une compagne pour son fils et que Marie montrait une intelligence exceptionnelle. Les parents et voisins sceptiques acceptèrent cette explication, bien qu'ils se demandaient qu'en privé quelle étrange attache la comtesse entretenait pour un enfant esclave. Le docteur Russo devint un visiteur fréquent du manoir, officiellement en tant que médecin de famille, mais réellement pour aider à maintenir l'équilibre délicat qu'exigeait leur secret. Il surveillait la santé des 2 enfants avec une attention inhabituelle aux détails, veillant à ce que toute ressemblance familiale apparaissant ne soit correctement gérée ou expliquée. La première véritable menace pour leur tromperie survint lorsque Charles eut 5 ans. Le garçon commença à manifester des capacités intellectuelles bien supérieures à ce que l'on attendait, même compte tenu de son milieu privilégié. Il apprit à lire avec une vitesse remarquable, montra une compréhension intuitive des mathématiques et possédait un don musical qui rivalisait avec celui de sa supposée mère. Plus troublant, il commençait à poser des questions précises sur son apparence comparée à celle des autres enfants de plantation. « Pourquoi je ressemble différemment au cousin Edmund ?» demanda Charles à la comtesse un après-midi en 1836, faisant référence au fils d'un autre planteur lors d'une réunion sociale. « Ses cheveux sont plus foncés et sa peau ne bronze pas comme la mienne. » La comtesse sentit son monde soigneusement construit trembler. « Les enfants grandissent différemment, » répondit-elle prudemment. « Tu prends après la famille de ton père, tandis qu'Edmund ressemble à la famille de sa mère. » Mais Charles était trop intelligent pour accepter des explications simples. Ces questions devinrent plus persistantes et, pire,
il commença à nouer un lien exceptionnellement proche avec Marie, qui servait d'assistante personnelle malgré ses seulement 5 ans. Les deux enfants semblaient partager une compréhension presque surnaturelle des pensées de l'un de l'autre, finissant les phrases de l'un de l'autre et affichant le type de connexion intuitive qui inquiétait les 3 conspirateurs. Céleste, à qui l'on avait accordé le privilège inhabituel de rester dans le manoir à la tête du personnel domestique, observait son fils biologique avec un mélange de fierté et de chagrin. Elle ne pouvait pas reconnaître publiquement leur relation, mais elle trouvait des moyens subtils de guider son éducation et de le protéger des dures réalités de la vie de plantation. Ses interactions avec Marie, la véritable fille de la comtesse, étaient plus compliquées. Elle aimait l'enfant, mais peinait à supporter que chaque avantage acquis par Charles se fît au détriment de Marie. La comtesse, elle, développa un besoin presque obsessionnel de contrôler chaque aspect du développement des 2 enfants. Elle supervisait personnellement leurs leçons, choisissait soigneusement leurs compagnons de jeu et surveillait leurs conversations à la recherche de tout signe que leur véritable filiation pourrait émerger naturellement. Cette hypervigilance commençait à affecter sa santé et ses relations sociales, bien qu'elle dissimulât son anxiété derrière une protectivité maternelle naturelle. Le docteur Rousseau reconnut la tension psychologique que la tromperie imposait à tous les participants. Lors de ses visites régulières, il observait comment les mains de la comtesse tremblaient quand elle regardait Charles jouer, comment les yeux de Céleste suivaient son fils biologique avec un désir à peine masqué, et comment les 2 enfants semblaient en quelque sorte conscients que leur vie reposait sur des fondations qu'ils ne comprenaient pas. La situation se complexifia alors que la société charlestonienne commençait à noter l'arrangement inhabituel du foyer. Bien que les planteurs riches indulgent souvent certains esclaves favoris avec des privilèges spéciaux, le traitement que la comtesse réservait à Marie suscita des sourcils levés parmi les familles les plus traditionnelles. Elle exigeait que Marie assiste aux mêmes cours particuliers que Charles, porte des vêtements trop raffinés pour une enfant esclave et participe aux repas de famille quand aucun visiteur n'était présent. Cette Française gâte ses domestiques au-delà de toute raison, murmura Madame Cornelius Whitlock lors d'un thé de dames en 1837. Marquez mes mots, telle permissivité ne mène qu'à des ennuis. Les esclaves qui oublient leur place deviennent dangereux. Ces murmures parvinrent aux oreilles du colonel Peyton, le poussant pour la première fois depuis leur mariage à s'interroger sur la gestion de son ménage par son épouse. La confrontation qui s'ensuivit faillit briser leur façade soigneusement entretenue. « Margot, j'entends des rapports inquiétants sur la manière dont tu traites les esclaves. Particulièrement préoccupant, cette mulatte dont tu t'es prise d'affection. » La comtesse sentit du froid lui monter aux veines, mais son éducation aristocratique lui vint en aide. « Marie est exceptionnellement brillante, » répondit-elle avec aplomb. Je pensais que cela profiterait à Charles d'avoir une compagne éduquée, quelqu'un qui puisse l'aider dans ses études et tenir compagnie quand d'autres enfants ne sont pas disponibles. Les esclaves instruits deviennent des esclaves révoltés, rétorqua le colonel d'un ton ferme. Et il se dit parmi nos voisins que tes attachements sont peu ordinaires. Cela nuit à la réputation de notre famille. La menace dans ces mots était sans équivoque. La comtesse comprit qu'elle marchait sur une ligne dangereuse entre protéger sa fille et maintenir la supercherie autour de son fils. Tout comportement paraissant trop éloigné des normes de la plantation pourrait attirer un examen plus attentif qui dévoilerait peut-être la vérité sur la filiation des 2 enfants. Ce soir-là, elle prit une décision qui la hanterait pour le reste de sa vie. Elle appela Céleste dans ses appartements privés et lui annonça une nouvelle dévastatrice. Marie doit être vendue, dit-elle doucement, sa voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur son visage. Mon mari se doute de quelque chose, et si nous attirons davantage l'attention sur sa présence ici, tout pourrait s'effondrer. Céleste regarda sa maîtresse sous le choc. C'était le seul résultat qu'elle n'avait pas anticipé en concluant leur pacte 6 ans plus tôt. « Tu as promis qu'elle serait protégée, » murmura-t-elle. « Et elle le sera, » répondit désespérément la comtesse. « Je m'occuperai de son départ pour une famille à Savannah, des gens que je connais et qui la traiteront bien. Elle sera instruite, bien soignée et à l'abri de la découverte. » La mère ironie était accablante.
Pour protéger la supercherie qui conférait à Charles son héritage, la comtesse devait sacrifier sa propre fille à l'esclavage dans une ville lointaine. Céleste reconnut la logique terrible, même si son cœur se brisait pour l'enfant qu'elle avait élevé comme la sienne pendant 6 ans. Mais le départ de Marie créa un problème inattendu. Charles, maintenant âgé de 6 ans, réagit à la perte de sa compagne la plus proche par un chagrin inconsolable. Il refusa de manger, parlait à peine et semblait avoir perdu tout intérêt pour ses études et ses jeux. Pire, il posa des questions de plus en plus insistantes sur l'endroit où était partie Marie et pourquoi elle ne pouvait pas revenir. « C'était ma sœur », déclara-t-il avec la certitude absolue de l'enfance, une affirmation qui glaça de peur tous ceux qui l'entendirent. « Pas mon esclave, ma sœur, et une sœur ne doit pas être vendue. » Le docteur Rousseau suggéra que la réaction de Charles indiquait une instabilité émotionnelle qui pourrait nécessiter un traitement, mais la comtesse le reconnut pour ce qu'il était, quelque chose de bien plus dangereux. La compréhension intuitive entre les deux enfants avait créé un lien qui transcendait leur relation supposée. Charles ressentait, d'une manière ou d'une autre, que Marie était plus importante pour son identité que quiconque n'était disposé à l'admettre. La vente fut arrangée par des intermédiaires afin d'éviter de créer une piste écrite qui aurait pu plus tard impliquer la comtesse dans des faveurs suspectes. Marie fut vendue à la famille Carrington, à Savannah, à qui on l'on dit qu'elle était une bonne esclave de maison qui avait été trop gâtée par ses anciens propriétaires. La comtesse offrit une importante indemnité financière pour s'assurer que Marie recevrait une éducation et des soins aimables, bien qu'elle ne pût jamais reconnaître la véritable raison de sa générosité. Le jour où Marie quitta Charleton, cachée à l'arrière d'un chariot de marchand, les deux femmes se tinrent à des fenêtres différentes du manoir et regardèrent leur enfant disparaître le long de l'avenue bordée d'arbres. Aucune d'elles ne put montrer ouvertement son chagrin, mais Céleste remarqua comment les mains de la comtesse agrippèrent le cadre de la fenêtre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, et la comtesse observa comment les épaules de Céleste tremblaient sous des sanglots à peine contenus. Charles courut après le chariot sur près d'un quart de mille, avant que le cocher ne le reprenne et ne le ramène au manoir. Ses hurlements « Ramenez ma sœur !» résonnèrent dans le voisinage, faisant échanger des regards significatifs entre les autres familles de planteurs à propos de la dynamique singulière du foyer Peyton. Les années qui suivirent le départ de Marie marquèrent un tournant fondamental dans la dynamique du foyer Peyton. Charles, maintenant âgé de 7 ans, semblait se replier sur lui-même, exhibant une mélancolie qu'aucun privilège ne pouvait guérir. Ses dons intellectuels extraordinaires continuèrent de se développer. Il maîtrisa le latin à 8 ans et montra une aptitude remarquable pour le raisonnement juridique, mais son état émotionnel demeura fragile. Plus inquiétant, il commença à démontrer une capacité presque prodigieuse à déterrer des secrets et des mensonges, comme si la perte de Marie avait éveillé une intelligence suspecte qui remettait tout en question autour de lui. La comtesse se plongea dans la gestion de l'éducation de Charles avec une intensité frôlant l'obsession. Elle engagea les meilleurs précepteurs que Charleton pouvait offrir, supervisa personnellement ses leçons et commença à le préparer pour un avenir qui établirait le nom Peyton parmi les familles américaines les plus influentes. Mais son hyperattention eut une conséquence inattendue. Charles commença à l'étudier avec la même intensité analytique qu'elle l'appliquait. « Mère, dit-il, un matin en 1838, utilisant la forme de vouvoiement qu'elle l'avait enseignée. Pourquoi me regardes-tu si attentivement quand tu penses que je ne te vois pas ? La question, livrée avec la franchise de l'enfance, frappa la comtesse comme un coup physique. Toutes les mères surveillent leurs enfants, répondit-elle en luttant pour que sa voix reste ferme. Mais pas comme toi, insista Charles avec une précision gênante. Tu me regardes comme si tu avais peur que je disparaisse. Et parfois, quand tu crois que personne ne te voit, tu as l'air triste quand tu me regardes. Pourquoi te rendrais-je triste ? Ces conversations devinrent plus fréquentes et plus pénétrantes. À mesure que Charles mûrissait, son intelligence se transformait en quelque chose de redoutable, et la comtesse commença à réaliser que les mêmes dons qui assureraient son succès pourraient aussi le conduire à découvrir la vérité sur ses origines. Pendant ces temps, Céleste avait été promue intendant du ménage.
une position qui lui donnait un accès sans précédent aux affaires privées de la famille. Elle utilisa cet avantage pour recueillir des informations sur le développement de Charles et, plus secrètement, pour suivre des nouvelles de la vie de Marie à Savannah. Grâce à un réseau de communication entre esclaves qui reliait les plantations du Sud, elle apprit que Marie était effectivement bien traitée, mais qu'elle montrait les mêmes signes de précocité intellectuelle qui caractérisaient Charles. Le docteur Rousseau poursuivit ses visites régulières, mais son rôle avait évolué, passant de soins médicaux à un rôle de conseiller psychologique pour les 3 conspirateurs. La tension de maintenir leur tromperie se faisait sentir. La comtesse souffrait de maux de tête persistants et d'épisodes d'épuisement nerveux, tandis que Céleste manifestait la tension contenue de quelqu'un qui attend constamment le désastre. « Cela ne peut pas durer indéfiniment », prévint le médecin lors d'une consultation privée avec la comtesse en 1839. « Charles est trop intelligent, trop observateur. Finalement, il commencera à recoller les incohérences de l'histoire de sa famille. » Les préoccupations du médecin se révélèrent prophétiques plutôt que quiconque ne l'avait anticipé. À l'été 1840, alors que Charles avait 9 ans, il fit une découverte qui menaçait de dénouer tout ce qu'ils avaient construit. En explorant la bibliothèque du manoir, Charles trouva une collection de papiers personnels de sa mère qui avait été négligemment laissée non verrouillée. Parmi eux se trouvait une lettre que le docteur Rousseau avait écrite à la comtesse peu après les naissances, discutant de la nature délicate de l'arrangement et de la nécessité d'une vigilance continue concernant l'échange. Charles ne pouvait pas saisir toutes les implications de la lettre, mais son intelligence précoce comprit qu'elle se rapportait à une sorte de tromperie significative impliquant sa naissance. Plus important encore, la lettre mentionnait Marie nommément, la décrivant comme « l'autre enfant impliqué dans notre accord ». Ce soir-là, à table, Charles regarda directement ses supposés parents et demanda « Quel échange discutiez-vous et le docteur Rousseau dans votre lettre au sujet de Marie et moi ?» Le silence qui suivit sembla s'étirer pendant des heures. Le colonel Peyton, qui n'avait aucune connaissance de la lettre ni de son contenu, avait l'air confus. La comtesse sentit le monde vaciller sous ses pieds. Seule Céleste, qui servait à table, comprit la catastrophe complète du moment. « Je ne sais pas de quoi tu parles, chérie », réussit à dire la comtesse, son entraînement à la contenance aristocratique maintenant à la peine pour maintenir sa voix stable. Mais Charles avait hérité bien plus que l'intelligence de ses parents biologiques. Il avait aussi acquis leur capacité à détecter la tromperie. « Tu sais, » dit-il doucement, « et un jour, je découvrirai ce qui s'est réellement passé la nuit où je suis né. » La menace contenue dans ces mots prononcés par un enfant de 9 ans glaça tout ce présent. Charles venait de déclarer la guerre au mensonge qui avait façonné toute son existence, et tous comprirent qu'avec son intelligence redoutable, il devenait un adversaire dangereux. La confusion du colonel Peyton à propos de l'échange le conduisit à interroger sa femme privément plus tard dans la soirée. La comtesse Abani parvint à détourner ses questions en prétendant que Charles avait mal compris une ancienne lettre concernant l'achat de surniteurs domestiques. Mais elle vit le doute commencer à poindre dans le regard de son mari. La situation devint plus périlleuse lorsque Charles commença à mener ce que l'on ne pouvait qualifier que d'enquête sur son histoire familiale. Il interrogea les esclaves de la maison sur la nuit de sa naissance, étudia les portraits de famille à la recherche de ressemblances et tenta même de correspondre avec des parents en France pour en apprendre davantage sur les origines de sa mère. Céleste se retrouva dans une position impossible. Les questions de Charles venaient souvent à elle, puisque son rôle d'intendante lui donnait autorité sur les archives domestiques et les témoignages des esclaves. Elle dut équilibrer la protection de la tromperie avec l'évitement de mensonges abjects envers le garçon qui était en réalité son fils. « Miss Céleste », dit Charles un après-midi en 1841, utilisant le titre respectueux qu'on lui avait appris pour les domestiques favorisés. « Te souviens-tu de quelque chose d'inhabituel la nuit où je suis né ?» Céleste sentit son cœur s'emballer, mais elle avait appris à maîtriser ses expressions après des années d'esclavage. « C'était une terrible tempête cette nuit-là, » dit-elle prudemment, « la pire que j'ai jamais vue. Des arbres tombant, la pluie tombant comme le jour du jugement. Mais te souviens-tu que Marie est aussi née à peu près en même temps ?» La question resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un feu mourant. Céleste comprit que ses prochains mots pouvaient déterminer le sort des 2 enfants qu'elle avait mis au monde. «
Beaucoup de bébés naissent pendant les tempêtes, répondit-elle enfin. Les tempêtes semblent faire naître des enfants, mais je ne faisais que seconder Mama Ruth. Ce n'était pas ma place de prêter attention à ces choses. Charles étudia son visage avec ses yeux pénétrants, qui lui rappelèrent si douloureusement elle-même. « Tu aimais beaucoup Marie, n'est-ce pas? Plus que la plupart des esclaves n'aiment les enfants d'autres esclaves. » Marie était une enfant douce, admit Céleste, laissant l'émotion sincère teinter sa voix. N'importe qui aurait aimé cette petite fille. « J'en rêve encore parfois, dit Charles, doucement. Je rêve qu'elle n'était pas vraiment ta fille du tout, qu'elle était autre chose, quelqu'un d'autre. » La conversation s'arrêta là, mais Céleste comprit que l'inconscient de Charles travaillait vers des vérités que son intellect conscient n'avait pas encore griffées. Le garçon rêvait littéralement son chemin vers la découverte de leur tromperie, et il semblait qu'il n'y avait aucun moyen de l'empêcher. Cette même année apporta des pressions externes compliquant davantage leur situation. La santé du colonel Pettison commença à décliner, faisant surgir des questions sur l'héritage et la succession que la comtesse espérait différer de nombreuses années encore. La société de Charleston attendait que Charles commençât à assumer des responsabilités dignes d'un futur propriétaire de plantation, ce qui impliquait une attention accrue portée à son caractère, ses capacités et ses liens familiaux. La comtesse comprit que le temps pressait pour maintenir leur secret. Charles serait bientôt en âge d'exiger de véritables réponses à ces questions. Le décès éventuel du colonel exigerait des documents légaux qui pourraient révéler des inconsistances, et la pression de leur tromperie commençait à affecter la stabilité mentale de chacun. Mais la plus grande menace vint d'une source inattendue. À la fin de 1841, on apprit à Charleston que Marie, alors âgée de 10 ans, manifestait des capacités intellectuelles extraordinaires à Savannah. La famille Carrington avait été si impressionnée par ses capacités qu'elle envisageait de l'envoyer dans le Nord pour une éducation avancée, opportunité presque inouïe pour une enfant esclave. Si Marie recevait une telle éducation, elle posséderait éventuellement la connaissance et les connexions sociales nécessaires pour enquêter sur ses propres origines. 2 enfants brillants, séparés par la géographie, mais liés par le sang et le mystère, se dirigeaient tous les deux vers des découvertes qui pourraient détruire la tromperie élaborée qui avait façonné leur vie. La comtesse comprit qu'elle faisait face à un choix qui définirait le reste de son existence. Elle pouvait continuer à protéger le secret qui préservait la réputation de sa famille et l'héritage de Charles, ou elle pouvait trouver un moyen de révéler la vérité avant qu'elle n'explose hors de son contrôle. Mais la protection du secret exigerait des mesures bien plus drastiques que tout ce qu'elle avait envisagé auparavant. En 1842, l'équilibre fragile qui avait maintenu la tromperie de la famille Petton depuis 11 ans commença à montrer des fissures dangereuses. Charles, désormais âgé de 11 ans, était devenu un jeune homme redoutable, dont les dons intellectuels étaient assortis d'une détermination de plus en plus impitoyable à découvrir la vérité sur ses origines. Ces questions avaient évolué d'une curiosité enfantine à des investigations systématiques qui démontraient une aptitude naturelle au raisonnement juridique et à la collecte de preuves. Le point de rupture survint lorsque Charles découvrit que le docteur Rousseau tenait 2 journaux médicaux distincts, un registre officiel pour sa pratique et un autre journal privé contenant des notes détaillées sur les secrets les plus sensibles de ses patients. Charles avait observé l'habitude du médecin d'écrire dans ce journal privé lors de ses visites au manoir et avait déduit son emplacement dans l'étude du docteur. Un après-midi d'automne, alors qu'il accompagnait sa supposée mère à une visite mondaine pour discuter de son éducation future, le garçon se glissa hors de l'attention des adultes et fouilla méthodiquement l'étude du docteur Rousseau. Ce qu'il trouva dépassa ses pires soupçons quant au secret de sa famille. Le journal privé contenait des références explicites à l'échange d'enfants, des observations médicales détaillées sur le développement des 2 enfants, et plus accablant encore,
des enregistrements de paiement substantiels de la comtesse pour maintenir la discrétion à propos de l'arrangement. Les entrées brossaient un tableau clair d'une conspiration impliquant enfants échangés, faux documents et tromperies continues qui durait depuis plus d'une décennie. Mais Charles trouva aussi quelque chose qui le glaça, encore davantage que la confirmation de ses soupçons. Des entrées récentes indiquaient que le docteur Rousseau devenait de plus en plus instable sous la pression de maintenir le secret. Le médecin avait commencé à boire excessivement, et ses notes montraient des signes de paranoïa et de culpabilité, suggérant qu'il approchait d'une rupture psychologique complète. Le Derson lut une entrée d'août 1842. « Ces questions deviennent plus pointues chaque mois, et je crains qu'il n'ait hérité d'une intelligence qui finira par nous exposer tous. La comtesse devient désespérée, évoquant des mesures qui m'effraient moi-même. Combien de temps pourrons-nous continuer cette mascarade avant qu'elle ne nous détruise tous ?» Plus inquiétantes étaient les références du médecin à des communications qu'il avait reçues de Savannah au sujet du développement de Marie. La famille Carrington lui avait écrit pour demander l'historique médical de la fillette. Ayant remarqué des caractéristiques physiques inhabituelles qui ne correspondaient pas à sa filiation supposée, Marie développait des traits rappelant fortement l'aristocratie européenne plutôt que l'ascendance africaine attendue d'une enfant esclave. Charles copia soigneusement des passages clés du journal avant de le remettre à sa cachette. Tandis qu'il rejoignait les adultes, son esprit formulait déjà des plans sur la manière d'utiliser cette information. Le garçon venait d'acquérir des armes qui pouvaient détruire tous ceux qui l'avaient trompé, mais il commençait aussi à comprendre les motivations complexes derrière leurs actions. Ce soir-là, Charles confronta la comtesse dans ses appartements privés avec une franchise qui la laissa sans voix. « Je sais pour l'échange, » dit-il simplement en présentant les extraits du journal qu'il avait copié. « Je sais que Marie était ta véritable fille et que je suis le fils d'une esclave. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as maintenu cette tromperie si longtemps. » La comtesse fixa les papiers entre ses mains, sentant les murs de son monde soigneusement construit s'écrouler autour d'elle. Mais son éducation aristocratique lui servit même dans ce moment de crise. « Si tu comprends vraiment ce que contiennent ces papiers, répondit-elle calmement, alors tu comprends aussi ce que révéler cette information signifierait pour nous deux. » Charles réfléchit avec l'intelligence calculatrice qui faisait de lui un adversaire redoutable. « Tu serais déshonoré et probablement exclu de la société, dit-il lentement. Je perdrais tout. Héritage, éducation, position sociale, liberté même. Nous sommes tous deux piégés par ce secret. » Exactement, confirma-t-elle. C'est pourquoi il ne doit jamais être révélé. Mais Charles avait déjà dépassé la simple exposition pour entrer dans des calculs plus complexes de pouvoir et de levier. Il y a une autre personne piégée par ce secret, fit-il remarquer. Ma véritable mère, la femme esclave qui m'a regardé grandir sans pouvoir reconnaître notre relation. La comtesse sentit un froid lui remonter dans les veines. Les questions de Charles avaient évolué en exigences, et ces exigences laissaient entendre qu'il planifiait des actions potentiellement bien plus dangereuses que la simple révélation. « Céleste a été bien traitée, » dit la comtesse, sur la défensive. « Elle occupe une position d'autorité dans cette maison que peu d'esclaves atteignent. Mais elle reste une esclave, » répondit Charles avec une précision gênante. « Et je vis la vie qui aurait dû appartenir à Marie. Ces faits créent certaines obligations morales. » L'implication de menaces dans ces mots était indubitable. Charles ne demandait pas seulement la reconnaissance de la vérité, il se plaçait en position de remodeler tout l'arrangement selon ses propres calculs moraux. Au cours des semaines suivantes, Charles mit en œuvre une campagne démontrant une pensée stratégique bien au-delà de ses 11 ans. Il commença par s'adresser directement à Céleste, lui parlant à l'écart.
dans des moments où la comtesse ne pouvait intervenir. « Je sais que tu es ma mère », lui dit-il un matin, alors qu'elle supervisait le nettoyage de sa chambre. « Et je sais que, quelque part, à Savannah, ma sœur Marie vit comme une esclave, tandis que je jouis de privilèges qui lui reviennent de droit. » Céleste s'était préparée à ce moment depuis des années, mais entendre ces mots prononcés à haute voix la laissa muette. Elle fixa le garçon qui portait son sang, mais qui ne pourrait jamais revendiquer publiquement son nom, comprenant que tout était sur le point de changer. « Ce que tu sais et ce que tu peux prouver sont deux choses différentes, » répondit-elle, en choisissant les mots avec le soin d'une personne qui avait survécu à l'esclavage, en pesant chaque mot. « Je peux tout prouver, » dit Charles doucement. « Les journaux du docteur Rousseau contiennent des dossiers détaillés de toute la tromperie, mais je ne cherche pas la destruction. Je veux la justice. » Sa proposition était à la fois brillante et terrifiante dans ses implications. Charles voulait transférer progressivement des portions significatives de son patrimoine, à la fois à Céleste et à Marie, créant une structure juridique complexe qui pourvoirait à sa famille biologique sans reconnaître publiquement la parenté. Il avait déjà étudié le droit des successions et avait identifié plusieurs mécanismes permettant d'atteindre cet objectif. Mais son plan exigeait la coopération active des trois conspirateurs, et Charles fit savoir qu'il était prêt à tout dévoiler s'il refusait de participer. La réaction du docteur Rousseau aux demandes de Charles donna la première indication de la dangerosité de leur situation. Lorsque la comtesse l'informa de la découverte et des demandes du garçon, l'état psychologique déjà fragile du médecin s'effondra complètement. « Il veut nous tous détruire », divagua Rousseau dans une visite nocturne au manoir, son haleine empestant l'alcool et ses mains tremblantes d'épuisement nerveux. La comtesse tenta de le calmer, mais la paranoïa de Rousseau avait dépassé le domaine de la discussion rationnelle. Il commença à proférer des accusations délirantes sur les intentions de Charles, prétendant que le garçon préparait leur arrestation pour fraude et conspiration. Plus dangereusement, il se mit à menacer de résoudre la situation en éliminant Charles avant que l'enfant ne puisse exposer leur secret. « Un accident », murmura Rousseau. « Un accident d'équitation, peut-être une chute du toit du manoir pendant qu'il joue. Les enfants meurent de ce genre d'accident tout le temps, et personne ne questionne ces tragédies. » La comtesse recula devant cette suggestion. Mais elle ne pouvait ignorer le désespoir du médecin. Rousseau détenait des connaissances détaillées de leur détromperie, et sa détérioration mentale le rendait capable d'actes qui pouvaient tout détruire, que ce soit par la violence ou par la confession. Charles, quant à lui, avait commencé à correspondre secrètement avec des contacts à Savannah, tentant de rassembler des informations sur la situation actuelle de Marie. Ces lettres, rédigées sous des pseudonymes et envoyées par des intermédiaires, révélaient que Marie manifestait effectivement les caractéristiques intellectuelles et physiques qui la désignaient comme aristocrate, plutôt que comme née esclave. La famille Carrington avait remarqué ces anomalies et avait écrit à Charleston pour poser des questions sur la filiation et les antécédents médicaux de Marie. Leurs demandes étaient parvenues au docteur Rousseau, qui les avait écartées par des réponses vagues évoquant une ascendance mêlée et des schémas d'héritage inhabituels. Mais les questions devenaient de plus en plus insistantes, et les Carrington commençaient à soupçonner que l'origine de Marie pouvait être plus complexe que ce qu'on leur avait dit. La situation atteignit un point de crise en décembre 1842, lorsque le docteur Rousseau tenta de mettre en œuvre son plan pour éliminer Charles. Le garçon avait pris l'habitude de faire des promenades vespérales dans les jardins du manoir, utilisant la solitude pour réfléchir à ses stratagèmes de plus en plus complexes visant à redistribuer son héritage.
Rousseau attendit dans l'ombre des massifs, un pistolet chargé à la main, prévoyant de faire passer la mort de Charles pour le résultat d'une tentative de vol par des esclaves évadés. Mais les dons intellectuels de Charles incluaient une conscience presque surnaturelle des menaces et de la tromperie. Il sentit la présence du docteur avant que Rousseau n'eût pu se placer pour un tir net. La confrontation qui suivit révéla jusqu'à quel point leur supercherie originelle avait corrompu tous ceux qui y étaient impliqués. Charles fit face au médecin avec l'assurance calme de quelqu'un qui avait anticipé cette possibilité et s'y était préparé. « Docteur Rousseau », dit-il à voix basse, sans se donner la peine de montrer la moindre peur face à l'arme braquée sur sa poitrine. Je m'attendais à ce que vous en arriviez là un jour. Vos entrées de journal deviennent de plus en plus désespérées, et le désespoir mène à de mauvaises décisions. Les mains de Rousseau tremblaient tandis qu'il visait. « Tu aurais mieux fait de ne pas t'en mêler, gamin. Certains secrets sont trop dangereux à découvrir, » maugria-t-il. « Mais me tuer ne préservera pas ton secret. »« Tu as tort, » répliqua Charles d'une logique dévastatrice. « J'ai déjà consigné tout ce que j'ai découvert, et ces documents sont cachés là où on les trouvera si quelque chose m'arrive. Ma mort garantirait l'explosion de tout ce que vous espériez protéger. » Le coup de poker fonctionna parce qu'il paraissait entièrement plausible venant de Charles. Rousseau abaissa l'arme, comprenant qu'il venait d'être surpassé par un enfant de 11 ans qui pensait 3 coups d'avance sur chaque adulte autour de lui. Mais Charles ne s'arrêta pas là pour montrer qu'il contrôlait la situation. « Vous êtes devenu un élément dangereux pour tous ceux engagés dans notre arrangement. Ta boisson, ta paranoïa, tes impulsions violentes, tout cela menace d'exposer des secrets que d'autres veulent encore protéger. Il est peut-être temps que tu envisages de transférer ta pratique dans une autre ville. » La remarque avait la force d'un ordre soutenu par des conséquences terribles. Charles bannissait de fait le docteur Rousseau de Charleston, utilisant le même levier qui lui avait donné prise sur la comtesse et Céleste. Rousseau comprit que sa position devenait intenable. En l'espace d'une semaine, il vendit sa pratique et quitta Charleston pour des contrées inconnues, ne laissant qu'un court message prétendant que des obligations familiales exigeaient son départ immédiat. Son départ élimina l'élément le plus instable de leur conspiration, mais en même temps, il enleva l'expertise médicale qui avait aidé à maintenir leur tromperie. Charles regarda partir le médecin avec satisfaction, mais il comprit que chasser Rousseau était que la première étape de son plan plus vaste. Le garçon avait pris le contrôle de la situation, mais le contrôle amenait des responsabilités qui mettraient à l'épreuve sa détermination et ses calculs moraux d'une façon qu'il n'avait pas encore pleinement anticipée. Juste au moment où on pensait avoir tout vu, l'horreur à Charleston s'intensifie. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez la vidéo avec un ami amateur de mystère noir. Cliquez sur j'aime pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer d'histoires de ce genre. Découvrons ensemble la suite. L'hiver 1843 mit Charles face à la véritable complexité de la justice qu'il prétendait poursuivre, alors que les événements à Charleston et à Savannah commençaient à converger, le forçant à choisir entre vengeance et rédemption. Le printemps 1843 apporta des nouvelles qui obligèrent tous les conspirateurs à affronter les conséquences ultimes de leur tromperie de 11 ans. Marie, désormais âgée de 12 ans et vivant sous le nom de Maria Carrington à Savannah, avait attiré l'attention d'abolitionnistes du Nord qui documentaient des cas d'enfants manifestement métis gardés en esclavage malgré leurs traits européens. Une délégation de l'American Anti-Slavery Society avait visité Savannah et rencontré Marie lors de leur enquête sur des pratiques illégales de trafic d'esclaves. Son discours raffiné, son éducation classique et son port indubitablement aristocratique les convinrent qu'elle était vraisemblablement victime d'un enlèvement ou d'un asservissement frauduleux.
Il se préparait à engager des actions en justice qui exigeraient une documentation étendue sur ses origines et sa filiation. Charles reçut ces renseignements par son réseau de correspondance secret et comprit immédiatement que leur supercherie, soigneusement entretenue, allait faire l'objet d'un examen minutieux par des avocats et des enquêteurs disposant de ressources bien plus importantes que tout ce qu'ils avaient affronté jusque-là. Les abolitionnistes exigeraient les registres de naissance, les documents médicaux et les témoignages de tous ceux présents au moment de la naissance supposée de Marie. Mais Charles n'était plus l'enfant apeuré qui avait d'abord découvert leur secret. À 12 ans, il avait passé des mois à peaufiner un plan capable d'accomplir plusieurs objectifs simultanément. Révéler la vérité sur l'échange d'identité, assurer la liberté de Marie, pourvoir à l'avenir de Céleste et détruire la réputation de la famille Peyton d'une manière qui satisferait son désir croissant de vengeance contre la tromperie qui avait façonné toute son existence. Son opportunité se présenta lorsque le colonel Peyton, dont la santé déclinait régulièrement, fut victime d'un grave AVC en mai 1843. L'état du colonel le laissa partiellement paralysé et dans l'incapacité de parler clairement, créant un vide de pouvoir au sein du foyer qu'un Charles parfaitement positionné sut exploiter. La comtesse se trouva à gérer à la fois les soins médicaux de son mari et les questions juridiques de plus en plus complexes concernant leurs biens et l'héritage Peyton. La communauté juridique de Charleston attendait que le jeune Charles commence à assumer des responsabilités en tant qu'héritier présomptif, ce qui signifierait qu'il devrait comparaître devant des juges et des avocats prêts à examiner ses titres et son histoire familiale avec un professionnalisme rigoureux. Charles utilisa cette situation pour lancer la phase la plus audacieuse de son plan. Il demanda une entrevue privée au juge Samuel Thornberry, un ami de la famille chargé des travaux juridiques préliminaires pour la succession Peyton, et lui exposa des préoccupations au sujet d'irrégularités dans mes documents de naissance. Le juge Thornberry, qui connaissait la famille Peyton depuis des décennies, prit d'abord les inquiétudes de Charles pour l'anxiété nerveuse d'un jeune homme confronté à des responsabilités d'adulte. Mais Charles présenta ses preuves avec la précision systématique d'un avocat traîné, déposant des documents qui peignaient un tableau indéniable de fraude, de conspiration et d'identité échangée. « Ce sont des accusations graves, jeune homme, » dit le juge, après examen. « S'ils s'avéraient fondées, elles invalideraient vos prétentions successorales et exposeraient votre famille à des poursuites pénales. » « J'en comprends les implications, » répondit Charles avec l'assurance devenue sa marque, « mais je crois que la justice exige que la vérité soit révélée, quelles qu'en soient les conséquences personnelles. » Le juge étudia le garçon avec un respect nouveau et une inquiétude grandissante. « Que me demandes-tu exactement de faire de ces informations ?» La réponse de Charles révéla toute la portée de sa réflexion stratégique. Il voulait que le juge Thornberry ouvre une enquête formelle sur les identités échangées, mais structurée de manière à maximiser les dommages à la réputation des Peyton, tout en offrant une protection juridique à Marie et à Céleste. Il avait identifié des mécanismes juridiques précis permettant d'atteindre ces objectifs sans exposer Marie à un réasservissement, ni Céleste à des accusations de complot. « Vous me demandez de contribuer à détruire votre propre famille, » observa le juge Thornberry. « Je vous demande de m'aider à corriger une injustice qui dure depuis 12 ans. Ma mère biologique doit être libre, et ma sœur biologique doit mériter sa part d'héritage. Ces résultats comptent pour moi davantage que de préserver des mensonges qui ne bénéficient qu'à ceux qui les ont créés. » Le juge Thornberry accepta d'entamer une enquête discrète, mais insista d'abord pour tenter de résoudre la situation à l'amiable, par négociation avec toutes les parties concernées. Cette décision offrit à la comtesse une dernière occasion d'influencer l'issue de la campagne de Charles contre leur tromperie.
La confrontation entre la comtesse et Charles eut lieu dans la bibliothèque du manoir, entourée de livres de droit et de portraits de famille qui semblaient soudain se moquer des mensonges qu'ils représentaient. Le colonel Péton reposait inconscient à l'étage, ignorant que les fondations mêmes de sa famille s'effondraient en dessous de lui. « Tu as gagné », dit la comtesse, sa contenance aristocratique finalement rompue par des mois de pression. « Et maintenant ? Que se passe-t-il » Charles réfléchit, avec la froideur qui l'avait rendu si redoutable. Marie revient à Charleston reconnue comme ma sœur et reçoit sa part d'héritage. Céleste obtient sa liberté et une sécurité financière. Vous devrez vivre avec les conséquences de vos choix. « Et toi ?» demanda la comtesse. Que t'arrivera-t-il quand la société de Charleston apprendra que son héritier présomptif est en réalité le fils d'une esclave? C'était la question que Charles avait évitée pendant des mois de planification. Sa campagne pour la justice s'était concentrée sur le bien-être d'autrui, tout en ignorant que révéler la vérité détruirait tout autant son propre avenir que la réputation de la comtesse. « J'affronterai ce qui viendra », dit-il simplement. Mais je l'affronterai en sachant que j'ai choisi la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que le privilège. La comtesse scruta le garçon qui avait été à la fois son salut et sa destruction. Tu comprends que Marie ne te remerciera peut-être pas pour cette révélation. Elle a passé 12 ans à se croire esclave. Apprendre qu'elle est en réalité aristocratie et qu'on lui a volé son droit de naissance ne lui apportera peut-être pas le bonheur que tu imagines. Charles n'avait pas envisagé cette possibilité, et les paroles de la comtesse semèrent des graines de doute qui allaient s'enraciner au fur et à mesure que les événements se rapprochaient de leur conclusion inévitable. Les procédures judiciaires qui suivirent avancèrent avec une rapidité surprenante. L'enquête du juge Thornbury confirma rapidement les faits essentiels des accusations de Charles. Les registres de naissance avaient été falsifiés. La documentation médicale présentait des inconsistances suspectes et les témoignages du personnel domestique survivant appuyaient la thèse d'un échange d'un nourrisson en 1831. Marie fut retrouvée à Savannah et ramenée à Charleston sous la protection du tribunal. Les retrouvailles entre les frères et sœurs biologiques furent à la fois émotionnelles et complexes. 12 années de parcours séparés avaient forgé 2 personnalités très différentes, modelées par des expériences radicalement dissemblables. Marie était devenue une jeune femme dont l'intelligence égalait celle de Charles, mais dont le caractère avait été façonné par les dures réalités de l'esclavage. Elle possédait une lassitude et un instinct de survie que Charles, malgré son génie stratégique, ne pourrait jamais pleinement comprendre. Quand elle apprit la vérité sur leur échange d'identité, sa réaction ne fut pas la gratitude, mais la fureur envers les adultes qui avaient manipulé leur vie pendant plus d'une décennie. « Vous m'avez volé 12 ans, dit-elle à la comtesse lors de leur première rencontre au tribunal de Charleston. 12 ans de mon droit de naissance, 12 ans de sa véritable identité. Aucune résolution juridique ne rendra ce que vous avez pris. » Mais la colère de Marie ne se limita pas aux adultes, elle s'étendit aussi à Charles. Elle considéra la révélation de leur parenté comme un nouvel acte de manipulation par le privilège, reprochant à son frère d'avoir choisi de dévoiler leur secret uniquement lorsque cela servait ses propres calculs moraux, sans la consulter sur ce qu'elle aurait désiré. « As-tu pensé à me demander si je voulais être sauvé de ma vie ?» exigea-t-elle lors d'une de nos rencontres supervisées. « As-tu considéré que j'avais peut-être bâti des relations et des objectifs que ta justice détruirait ?» Charles se trouva confronté à des questions qu'il n'avait pas anticipées. Sa campagne pour la vérité et la justice avait été planifiée sans consulter la personne qu'il prétendait aider. Et la réaction de Marie le força à reconnaître que ses actes étaient peut-être autant motivés par la vengeance envers la comtesse que par la préoccupation du bien-être de Marie. La résolution juridique tomba en septembre 1843 lorsque le juge Thornbury rendit une décision reconnaissant officiellement l'échange d'identité et ordonnant des réparations appropriées. Marie fut légalement affranchie et reçut une part de l'héritage Pemberton, tandis que Céleste obtint la liberté et un règlement financier qui la soutiendrait pour la vie.
Mais les conséquences sociales allèrent bien au-delà des documents juridiques. Le scandale anéantit la réputation de la famille Péton à Charleston et dans l'ensemble du Sud. Le colonel Péton, toujours en convalescence après son AVC, dut être témoin de l'effondrement de tout ce que sa famille avait édifié sur 3 générations. La comtesse subit une ostracisation sociale qui rendit sa vie à Charleston impossible. Elle quitta la ville en octobre 1843, ne laissant qu'une brève lettre expliquant qu'elle passerait le reste de ses jours dans un couvent en France, cherchant la rédemption pour des péchés qui avaient détruit des vies innocentes. Charles obtint la justice qu'il recherchait, mais au prix d'un bilan qui dépassa ses calculs. La société de Charleston, bien que fascinée par le scandale, ne put accepter un ancien esclave comme héritier légitime de l'une de ses familles les plus en vue. Malgré ses victoires juridiques, Charles se retrouva aussi marginalisé que la comtesse qu'il avait vaincue. Les répercussions du scandale Péton résonnèrent dans la société charlestonienne pendant des décennies, devenant le conte édifiant que les familles riches se racontaient à voix basse au sujet des dangers de garder des secrets familiaux. Mais les véritables conséquences de cette nuit de mars 1831 furent bien plus complexes et tragiques que les morales simplifiées nées des procédures judiciaires. Charles Péton, légalement reconnu sous le nom de Charles Rousseau après la révélation de sa filiation, quitta Charleston en 1844 et gagna le Nord, où il utilisa sa part d'héritage pour financer ses études à Harvard Law School. Il devint un avocat éminent spécialisé dans les affaires de droit civil, en particulier celles portant sur l'identité raciale et le droit des successions. Son expérience personnelle de la nature arbitraire de la classification raciale en Amérique le poussa à contester des injustices similaires tout au long de sa carrière. Mais le succès ne put guérir les blessures psychologiques laissées par 12 ans de vie dans le mensonge. Charles ne se maria jamais, n'établit jamais de relations amicales profondes et resta hanté par des questions d'identité et d'authenticité que ses victoires juridiques ne purent résoudre. Ses papiers privés, découverts après sa mort en 1889, révélèrent un homme ayant passé toute sa vie adulte à se demander si sa quête de justice était motivée par un principe moral ou par une vengeance personnelle. Marie fit face à des défis encore plus complexes pour reconstruire son identité. Après la révélation, les procédures judiciaires l'avaient affranchie et lui avaient assuré une sécurité financière. Mais elle ne pouvait effacer 12 ans d'expérience qui avaient forgé sa compréhension fondamentale du monde. Elle eut du mal à s'adapter aux attentes sociales de la vie aristocratique, tout en maintenant des liens avec la communauté d'esclaves qui avait constitué sa famille pendant la majeure partie de son enfance. Elle finit par épouser un homme libre de couleur de Philadelphie et utilisa son héritage pour créer des écoles pour les affranchis dans tout le Sud. Mais ceux qui la connaissaient bien remarquèrent qu'elle ne se remit jamais complètement du traumatisme d'avoir appris que toute son enfance reposait sur une tromperie. Le fait d'avoir été privée de son droit de naissance alors que son frère biologique bénéficiait d'avantages qui auraient dû être les siens engendra une amertume qui affecta toutes ses relations. Céleste, de manière peut-être surprenante, s'adapta le mieux aux nouvelles circonstances. Sa liberté, sa sécurité financière lui permirent de s'établir comme un membre respecté de la communauté noire libre de Charleston. Et elle mit à profit son alphabétisation et ses compétences d'organisation pour aider d'autres anciens esclaves à naviguer les complexités juridiques et sociales de l'émancipation. Mais même Céleste porta les cicatrices de la tromperie. Dans des entretiens menés des années plus tard par des historiens étudiant à la période antébellum, elle parla du coup psychologique d'avoir vu son fils biologique grandir sans pouvoir reconnaître publiquement leur lien. Le fait que chaque avantage acquis par Charles se fit au détriment de sa fille biologique créa des conflits qu'elle ne résolut jamais entièrement. La plantation Péton elle-même devint un symbole des contradictions et des injustices plus larges du Sud antébellum. Après la mort du colonel Péton en 1845, la propriété fut vendue pour régler dettes et indemnités judiciaires. Le manoir resta vide pendant plusieurs années avant d'être transformé en pension pour marins marchands, ces grandes pièces résonnant des voix d'hommes qui n'avaient aucune idée des secrets ayant à jadis rempli ces lieux. Les implications plus larges de l'affaire Péton dépassèrent la tragédie d'une seule famille. Les juristes qui étudièrent l'affaire notèrent comment l'identité raciale pouvait être maniée facilement dans une société qui fondait des droits fondamentaux sur des caractéristiques physiques arbitraires.
Les enfants échangés démontrèrent que tout le système de classification raciale américain était artificiel, maintenu uniquement par un accord social et une application légale plutôt que par une quelconque base naturelle ou scientifique. Le juge Stansbury, qui avait supervisé la résolution juridique, écrivit longuement sur l'affaire dans ces dernières années, en se servant pour plaider en faveur de réformes plus larges du droit des successions et de la classification raciale. Il observa que le scandale Peyton avait révélé des failles fondamentales des systèmes juridiques et sociaux américains qui requéraient des solutions plus complètes que des simples affaires judiciaires individuelles. L'histoire du pacte mortel entra aussi dans le folklore de Charleston, bien que les détails fussent souvent déformés ou romancés au fil des récits. Certaines versions présentaient la comtesse comme une figure tragique, détruite par des circonstances hors de son contrôle, tandis que d'autres dépignaient Charles comme un enfant vengeur ayant détruit sa famille par méchanceté. La complexité et l'ambiguïté morale des événements réels furent progressivement simplifiées en récits plus propres, mieux adaptés aux usages de ceux qui les contaient. Mais l'aspect le plus obsédant du dossier Peyton resta la manière dont il illustrait la cruauté arbitraire des systèmes classant des enfants selon leur ascendance plutôt que selon leur mérite ou leurs circonstances individuelles. Charles et Marie eurent tous les deux subi des dommages psychologiques profonds après avoir appris que leur identité entière avait été construite par une tromperie. Et aucun des deux ne se remit complètement du fait que leur vie avait été édifiée sur des mensonges entretenus par des adultes prétendant les aimer. La comtesse, dans sa lettre finale avant de partir pour la France, traduisait peut-être le mieux la vraie tragédie de leur situation. Nous voulions protéger nos enfants des cruautés du monde, mais en faisant de cela, nous les avons soumis à des cruautés bien plus pires que tout ce que la société aurait pu infliger. La route vers l'enfer, comme on le dit, est pavée de bonnes intentions, et les nôtres étaient bien intentionnés. Le manoir d'East Bay Street fut démoli en 1923. La même année où un mystérieux incendie détruisit de nombreux dossiers judiciaires relatifs à l'affaire Peyton. Les historiens locaux suspectèrent que des membres survivants de la famille avaient organisé la destruction de documents susceptibles d'embarrasser leurs descendants. Mais aucune preuve ne vint jamais étayer ces théories. Aujourd'hui, un seul petit panneau historique indique l'emplacement où se dressait autrefois le manoir Peyton, signalant que le site fut celui de procédures judiciaires importantes liées aux questions d'identité et d'héritage durant la période antébellum. Le panneau ne fait aucune mention d'échange d'enfants, de tromperie raciale ou du pacte mortel qui détruisit une dynastie américaine, laissant les visiteurs se demander quels secrets peuvent encore être enfouis sous les façades soigneusement entretenues de Charleston. Ce mystère nous montre comment les péchés d'une génération peuvent encore résonner pendant des décennies, détruisant des vies innocentes et corrompant les institutions même censées protéger la justice et la vérité. Que pensez-vous ? Croyez-vous que de telles tromperies élaborées étaient courantes dans le sud antébellum ? Ou l'affaire Peyton fut-elle véritablement exceptionnelle dans son ampleur et ses conséquences ? Laissez votre commentaire ci-dessous, avec vos théories sur le nombre de cas similaires qui pourraient être restés cachés à travers l'histoire américaine. Si vous avez aimé ce récit et souhaitez d'autres mystères sombres révélant les complexités cachées de notre passé, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les histoires qui défient notre compréhension de l'identité et de la justice. À la prochaine vidéo, où nous explorerons un autre scandale oublié qui a secoué la société américaine.